Mesdames de la direction des archives, nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est pour moi un très grand honneur que de présenter l'ambassadeur Lévin. Je voudrais le faire avec admiration, respect et affection, parce que je vais vous dire en quelques mots de synthèse quelle a été sa brillante carrière qui n'est pas terminée. Alors, il sort de l'ENA en 1961, c'est bien ça. Et pratiquement dès sa sortie, il a occupé d'importants postes dans les cabinets ministériels de notre République. Donc, il a une connaissance approfondie des secrets de la politique française. Et puis, il a été nommé aux Nations Unies, il a été le porte-parole du secrétaire général, et il a eu également de très grandes fonctions à l'intérieur de nous, avant d'être nommé ambassadeur à Conakry, qui est la base de la réunion de ce soir. Puis je continuerai cette brillante route en vous disant qu'il a été en Inde, où il a été un très grand ambassadeur, donc connaisseur de l'Afrique, connaisseur de l'Asie, et il a encore occupé d'importantes fonctions auxquelles on sait, ambassadeur en Autriche, parce qu'il parle allemand comme un livre, et il est revenu à ses premières amours, si je puis dire, en Afrique, au Sénégal et en Zambie. Et je crois qu'il faut dire que toute cette présentation nous amène à un travail considérable, une encyclopédie qui a duré à peu près 30 ans, une thèse sur Sékou Touré, président de la Guinée de 58 à 84. Une thèse remarquable, basse thèse de doctorat en histoire, passée à l'université d'Aix-en-Provence. Vous avez donc, en résumé et en un mot, un grand connaisseur du monde, de son actualité, car on peut dire que la Guinée poursuit sa route difficile, et j'espère qu'en conclusion, il pourra nous dire où on en est, puisque les élections sont annulées, et que c'est un nouveau point d'interrogation qui intervient maintenant. Donc, mon cher ambassadeur, vous avez, sans l'avoir achevé, une très brillante carrière. J'ai l'honneur de vous écouter, ainsi que nos amis des archives, sur des sujets très intéressants qui montrent votre ouverture sur le monde et votre compréhension d'un monde volatile, mondialisé, et qui n'a pas fini de nous étonner. Je vous passe la parole. Alors, vous alliez nous passionner, et bien entendu, si vous le voulez bien, vous répondrez aux questions de la salle. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus, parce que écouter l'ambassadeur Lévin, et j'en suis un élève, si je puis dire, est toujours une grande expérience. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie de cette présentation que j'ai vue comme du petit lait, évidemment, tellement elle était affectueuse, vous l'avez dit. J'ai retrouvé évidemment les grands traits de ma carrière, les ambassades, les Nations Unies, l'administration centrale, depuis ma retraite comme ambassadeur donc, au Sénégal et en Gambie,
à la fin de l'année 1999, je suis resté membre de la commission des archives diplomatiques, ce qui, j'adore les archives, donc je m'y trouve parfaitement à l'aise. Je suis président de l'Association française pour les Nations Unies et je reste, bien qu'ayant occupé des fonctions dans la diplomatie bilatérale, je reste un partisan convaincu de la diplomatie multilatérale, même si celle-ci n'a pas que des succès à enregistrer et qu'elle est parfois soumise à de sévères critiques. J'ai eu la chance de servir au cours de ma carrière à plusieurs reprises auprès de personnalités controversées. Celle dont nous allons traiter aujourd'hui, Ahmed Sékou Touré, président de la Guinée, en est une, mais j'ai été aux Nations Unies le porte-parole de Kurt Waldheim, le secrétaire général autrichien, dont vous savez que le passé a été sérieusement mis en cause, à mon avis d'ailleurs de manière très excessive, lorsqu'il s'est présenté aux élections présidentielles en Autriche. Et quand j'étais ambassadeur en Autriche, je l'ai retrouvé, il était encore président pour une année. J'ai servi donc auprès de Sékou Touré, dont je pense que la discussion tout à l'heure montrera qu'il a été controversé, et qu'encore aujourd'hui son rôle est sujet à discussion en Guinée et ailleurs. En Inde, c'était sans doute moins discutable. J'étais ambassadeur lorsque Rajiv Gandhi était Premier ministre, et vous savez qu'il a été à plusieurs reprises pris dans des affaires de corruption. Mais que quelques jours après que j'ai pris congé de lui, il a été assassiné en faisant campagne électorale. J'ai eu, et ce n'est pas du tout une personnalité controversée, la chance d'avoir Dominique de Villepin, le fils du sénateur, comme conseiller à New Delhi pendant plus de 2 ans, et j'ai eu avec lui des rapports d'amitié, de confiance et de travail qui ne se sont pas démentis. Au Sénégal, j'étais ambassadeur auprès d'Abdou Diouf, qui n'était pas une personnalité controversée, mais je me suis occupé de sujets difficiles, notamment la Casamance. J'étais également, pendant la même époque, ambassadeur en Gambie auprès du président Yahya Jammeh, qui, lui, fait plus souvent parler de lui. Bref, j'ai une carrière extrêmement intéressante. Le sénateur a bien voulu parler de la thèse que j'avais, la thèse d'histoire que j'ai présentée il y a maintenant près de 2 ans à Aix-en-Provence, à l'université de Marseille Aix-en-Provence, sur Sékou Touré, président de la Guinée. Cette thèse est en cours d'impression chez l'Harmattan. J'en ai apporté 2 volumes. Le 7e volume vient de sortir. Il y en aura un 8e qui sera un volume de chronologie, d'index, de photos, etc. Je ne suis pas sûr que beaucoup de présidents aient plus de 2000 pages et 7 volumes de biographie, puisque j'ai eu la chance, notamment grâce aux archives diplomatiques françaises, mais aussi aux archives de plusieurs pays africains, le Sénégal, la Guinée, aux archives de la France d'outre-mer à Aix-en-Provence, aux archives de Jacques Faucard, aux archives nationales, aux archives de Michel Debré à la Fondation nationale des sciences politiques, d'avoir accès à toute une série de documents véritablement première main. J'ai eu la chance aussi de pouvoir recueillir le témoignage de beaucoup de personnalités qui ont connu Sékou Touré et qui l'ont connu à des époques parfois déjà assez anciennes, avant même qu'il ne soit président de la Guinée, par exemple Roland Dumas, François Mitterrand, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et beaucoup d'autres, des universitaires aussi, comme le professeur Suré Canal,
etc., etc. Donc tous ces témoignages sont consignés dans cet ouvrage, et c'est de cela que j'ai l'intention de vous parler aujourd'hui. Lorsque la date de ma conférence a été fixée au 21 septembre, je me réjouissais de pouvoir dire il y a 2 jours, il y a eu le 2e et dernier tour des élections présidentielles en Guinée. Malheureusement, donc, vous savez ce qui s'est passé il y a quelques jours et que ces élections sont reportées à une date qui n'est pas encore fixée, qui sera peut-être au mois d'octobre. J'avais, il y a quelques semaines, lorsque les élections devaient encore avoir lieu, le 2e tour devait avoir lieu avant-hier, écrit un papier que certains d'entre vous ont peut-être lu sur des sites internet, et qui était les dates clés de la Guinée. Parce qu'il se trouve qu'un certain nombre de dates reviennent positivement ou négativement dans l'histoire de la Guinée. L'une de ces dates clés, c'est le 28 septembre, dont le nom d'ailleurs a été donné au principal stade de la ville de Conakry. La date du 28 septembre, pour les gens, et il y en a beaucoup en Afrique, et c'était le cas de Sékou Touré, qui sont sensibles aux symboles. Le 28 septembre était pour lui important parce que celui dont il disait, et c'est probablement exact, être un descendant, l'Almami Samori Touré, qui s'est battu contre les Français à la fin du 19e siècle, qui a été arrêté, envoyé au Gabon, où il est mort, etc. Samori a été arrêté un 28 septembre 1898, si je me souviens bien, et donc l'un des slogans qui était familier en Guinée sous le régime de Sékou Touré, c'était le 28 septembre, du jour où le référendum de 1958 a donné une forte majorité pour le non à la constitution de la Ve République et surtout à la communauté française. On disait donc 28 septembre, c'est l'homme du 28 septembre, c'est Sékou Touré, c'est l'homme que la Guinée attendait depuis 60 ans, puisque c'était 50 ans, je ne suis pas très fort en calcul mental, donc de 28 septembre 98, 28 septembre 1958. Et il se trouve que de manière tragique, le 28 septembre dernier, les parties de l'armée guinéenne a tiré sur des manifestants, des opposants qui se trouvaient réunis le 28 septembre dans le stade du 28 septembre, qu'il y a eu plus de 150 morts et que ceci entraînait à nouveau un énorme bouleversement, une accélération de la vie politique guinéenne. Donc le 28 septembre est certainement une date clé. Mais comme cela m'est venu en terminant cet article, les dates clés, les clés, ça peut ouvrir, mais ça peut également fermer. Donc les dates clés, ce ne sont pas forcément des dates positives, ça peut aussi être des dates qui bloquent une situation pour quelquefois des années. Le mois d'août 1958, c'est la date que le général de Gaulle avait choisie pour faire une tournée en Afrique. Et la Guinée, Conakry, a été rajoutée un petit peu à la dernière minute parce qu'un certain nombre de conseillers du général de Gaulle connaissaient le tempérament parfois abrupt de Sékou Touré. On n'était pas tout à fait sûr de la décision qu'il allait prendre, faire voter oui ou faire voter non. Les pessimistes disaient il va faire voter non, mais il y avait aussi d'autres personnes qui connaissaient assez bien Sékou Touré qui disaient non, non, c'est pas du tout sûr, il se peut tout à fait qu'il fasse voter oui. En fait, le 25 août
1958, lorsque le général de Gaulle est venu et a passé une journée à Conakry. Son accueil a été extrêmement positif. Sékou Touré était en tenue africaine, blanche. Il était d'ailleurs le seul en boubou blanc. Il était le seul des leaders africains qui avaient accueilli de Gaulle, qui l'ait accueilli en tenue africaine, et non pas en costume. Le début de la journée s'est bien passé. Le drame s'est noué à l'Assemblée territoriale. Il y a la photo ici où on voit le général de Gaulle avec les bras dans la tenue que l'on lui connaît, l'attitude qui lui était familière. Et à côté de lui, Sékou Touré en boubou blanc. À l'Assemblée territoriale, il y a eu 3 discours. Un discours du président de l'Assemblée territoriale qui était un discours, je dirais, sans histoire. Ensuite, il y a eu l'allocution de Sékou Touré qui était assez véhémente, assez directe, qui interpellait en quelque sorte le général de Gaulle en rappelant que la Guinée avait droit à son indépendance et qu'il y a quelques phrases qui sonnent comme des slogans, que la Guinée préférerait la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Il y avait évidemment devant la salle de l'Assemblée territoriale de nombreux militants de ce qui était en train de devenir le parti unique en Guinée, le PDG, le Parti démocratique de Guinée, qui, sur des signaux donnés par des responsables, applaudissait à tout rompre. Et bien que Sékou Touré ait eu des phrases tout à fait, je dirais, positives, il a notamment dit qu'il ne s'agissait pas du tout de vouloir se séparer de la France, que la Guinée souhaitait devenir indépendante et conclure aussitôt des accords d'association avec la France, mais qu'elle ne voulait pas la communauté française, puisque dans la communauté, la France se réservait la monnaie, la défense, les affaires étrangères, etc. Toutes choses qui n'étaient pas le cas, par exemple, dans le Commonwealth. Dans le Commonwealth, le Ghana, qui a accédé à l'indépendance un petit peu plus d'un an avant la Guinée, en mars 1957, a eu droit à un message de la reine Elisabeth, un message du Premier ministre Macmillan, à la duchesse de Kent, qui était la nièce de la reine, qui a passé 4 jours à Accra au moment de l'indépendance. On savait que le Ghana resterait dans le Commonwealth, resterait dans la zone sterling, et dès le lendemain de l'indépendance, la Grande-Bretagne a soutenu la candidature du Ghana à l'Organisation des Nations Unies. Toutes choses qui, 1 an et demi après, en Guinée, ne se produiront absolument pas. Sékou Touré m'a dit un jour, je lui parlais de ce projet de biographie déjà alors que j'étais en poste là-bas entre 75 et 79. Alors d'abord comme l'un de ses mots favoris, c'était le mot peuple, qu'il écrivait d'ailleurs toujours avec un P majuscule. Je lui ai dit un jour j'écrirai votre biographie. Alors il s'est tout de suite récrié en disant mais non, vous n'y pensez pas, c'est pas moi qui suis important, c'est pas l'homme qui est important, c'est le peuple. Mais ça a quand même dû le travailler un petit peu, puisque quelques jours après, il m'a dit si vous tenez toujours à ce projet, je vais vous donner quelques conseils de personnes qu'il faudrait voir, qui m'ont connu quand j'étais jeune, quand j'étais écolier, quand j'étais syndicaliste, etc., etc. Toutes personnes que j'ai vues, évidemment, au fil des années. Donc le général de Gaulle a pris ce discours de Sékou Touré mal. On le voit sur le film que le service cinématographique des armées a tourné de ce voyage. On voit le général de Gaulle assis en train de tapoter nerveusement avec sa main sur la tribune. Et donc ensuite le général s'est levé
et sur un ton fatigué et désabusé, il a, en quelques minutes, dit qu'il avait été séduit par l'accueil populaire de Conakry, mais que si la Guinée voulait son indépendance, eh bien c'était facile, elle n'avait qu'à voter non le jour du référendum, et que à ce moment-là, la France n'y ferait pas obstacle. C'est là que peut-être le général de Gaulle n'a pas totalement respecté ce qu'il avait en tête. Il avait, d'ailleurs, quand il est quelques jours avant Conakry, il était à Madagascar, et devant le palais de Tananarive, le palais des rois de Madagascar du début du siècle, il avait dit: vous avez été un État, et sans doute vous redeviendrez un État. Il avait employé le mot indépendance à Brazzaville quelques jours avant. Mais bon, Sékou Touré avait soigneusement préparé son discours, bien qu'il fût un excellent improvisateur, donc il avait très bien préparé son discours. Si on le relit aujourd'hui, plus de 50 ans après l'indépendance, après qu'il ait été prononcé, on n'y voit vraiment rien de répréhensible. Le général de Gaulle lui-même, quand il a 10 ans après dit « Vive le Québec libre », a jeté une pierre autrement grosse dans la mare canadienne, si je puis dire. Le général de Gaulle a très mal pris ce discours. Il n'est d'ailleurs pas venu à la réception et au dîner qui était organisé pour lui au palais du gouverneur. Et le lendemain matin, en prenant l'avion pour Dakar, il a assez sèchement pris congé de Sékou Touré en disant à ses collaborateurs, à lui, le général de Gaulle: nous ne ferons jamais rien avec cet homme-là. Bien des années plus tard, Sékou Touré m'a dit: le général de Gaulle ne pouvait pas savoir que j'étais obligé de parler très fort dans mes discours, parce que comme ma maman était un peu sourde, déjà comme enfant, j'étais obligé de pleurer plus fort que les autres pour avoir du lait. Évident que personne n'avait cru utile de dire ça au général de Gaulle, à supposer même que quelqu'un l'ait su, mais j'ai vérifié auprès d'une vieille sœur de Sékou Touré bien des années après, et c'est vrai, leur maman était un peu sourde et il fallait parler fort pour se faire entendre. Mais enfin, donc c'est quand même ce tournant du mois d'août, et puis le non massif du référendum le 28 septembre, qui a fait que la Guinée a proclamé son indépendance le 2 octobre 1950. Et la Côte d'Ivoire, dont le président Houphouët-Boigny, qui pourtant était très proche de Sékou Touré et l'avait beaucoup aidé dans sa carrière précédente, Houphouët-Boigny a dit on ne peut pas traiter les pays qui ont voté oui comme un pays qui a voté non. Justement, il a dit dans l'autre sens, on ne peut pas traiter un pays qui a voté non comme les pays qui ont voté oui, et il était donc tout à fait pour que l'on mette la Guinée au point. Il y a eu pendant... D'abord, la Guinée a tardé à être reconnue de jure par la France. La France a failli mettre son veto au Conseil de sécurité à la mission de la Guinée à la fin de l'année 1958, elle n'a finalement pas fait. Les relations ont été dégradées, mauvaises, jusqu'en 65. Et en 65, à la suite d'un incident par ailleurs plutôt ridicule, les relations étaient totalement interrompues. Les relations diplomatiques ont été interrompues jusqu'en 1975, c'est-à-dire jusqu'au moment où, avec la casquette des Nations Unies, j'ai réussi les discussions entre Paris et Conakry sur la normalisation des relations entre les deux pays et la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. Donc les relations ont été mauvaises. Un certain nombre de Français progressistes sont venus remplacer dans les écoles ou dans les administrations les fonctionnaires français que Paris avait rappelés. Il y avait très peu de coopérants français, et il y en avait très peu, en tout cas avec un contrat de coopération.
pour vous donner à quel point Sékou Touré, justement, était féru de symboles. Lorsque le général de Gaulle est mort le 9 novembre, je crois, 1970, il a envoyé, Sékou Touré a envoyé une délégation à Paris, dirigée par le Premier ministre de l'époque, une délégation qui a été plutôt bien accueillie. Le 22 novembre, c'est-à-dire un peu moins de 2 semaines après, il y a eu une tentative de débarquement à Conakry d'éléments portugais, de troupes portugaises venues de Guinée-Bissau, Guinée-Bissau qui était encore, qui n'était pas indépendante encore à l'époque, et d'un certain nombre d'exilés guinéens, d'opposants guinéens. Bon, ça a été assez dramatique, assez sanglant, ça a donné lieu ensuite à une période de répression de la part de Sékou Touré extrêmement drastique. Mais Sékou Touré a relevé une chose, il a dit, le 22 novembre, cette agression a eu lieu le 22 novembre, c'est l'anniversaire du général de Gaulle. Donc pour lui, on avait les Portugais, les opposants, avaient exprès choisi la date du 22 novembre pour venger en quelque sorte le général de Gaulle qui était mort une quinzaine de jours avant. Le retour de la France en 1975, la visite officielle du président Giscard d'Estaing à la fin de l'année 1978 ont assez sensiblement changé l'atmosphère du régime qui était devenu très répressif, très collectiviste et qui a mis des dizaines de milliers de personnes dans des camps et dans les prisons, dont beaucoup ont laissé la vie. Donc le bilan en matière de droits de l'homme de Sékou Touré est indiscutablement tout à fait négatif, même si après 1975 les choses se sont modifiées, sont améliorées. S'il s'est réconcilié non seulement avec la France, mais aussi avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je veux dire, le mal était fait et il n'y avait pas grand-chose à faire. Et là, d'abord, il n'y avait rien à faire pour rendre la vie à ceux qui l'avaient perdu ou pour retrouver les personnes qui avaient disparu. On a pu libérer quelques centaines de prisonniers, souvent dans un état absolument dramatique. Mais je veux dire, les dégâts, la réputation de Sékou Touré comme dictateur est évidemment assez difficile. Dans ma thèse, je ne cherche d'ailleurs pas, je ne cherche ni à le condamner ni à le justifier, je cherche à expliquer les mécanismes politiques nationaux ou internationaux qui ont conduit ce régime à être ce qu'il a été. Un jour, Sékou Touré adorait conduire lui-même et il aimait beaucoup prendre avec lui des passagers et j'étais souvent assis à côté de lui pendant qu'il conduisait sa DS à travers les rues de Conakry. Et il m'a dit un jour où il y avait beaucoup d'enfants des écoles qui couraient en agitant les mains pendant que lui, Sékou Touré, l'un de ses signes distinctifs, c'était d'agiter un mouchoir blanc dans sa main gauche en général. Il m'a dit, vous entendez tous ces, il m'appelait camarades d'excellence. Camarades d'excellence, vous entendez, voyez, tous ces enfants qui courent autour de moi, etc. Je me rends bien compte qu'en Guinée, il n'y a que les enfants qui m'aiment. Donc il avait aussi une certaine lucidité, tout en se disant qu'il était trop tard pour faire machine à coudre. Sékou Touré est finalement mort en mars 1984. Il avait fait auparavant, je regarde l'heure parce que je veux aussi laisser de la place aux questions. Et d'ailleurs, si vous voulez m'interrompre par des objections ou par des questions en cours de... J'ai une question à vous poser, oui. Monsieur l'ambassadeur, sur votre exposé passionnant. Je pense que quand même, un référendum de cette importance, la France avait dû envoyer des émissaires pour essayer de savoir ce qui allait se passer.
Elle avait un gouverneur, elle avait, je ne sais pas si un de nos amis guinéens, Momo Camara, est dans l'assistance parce qu'il a vécu cet épisode de près. La plupart des partis guinéens qui n'étaient pas le Parti démocratique de Guinée ont fini par se rallier à Sékou Touré, parce qu'à l'époque déjà il menait la vie dure aux opposants, il était maire de Conakry. Quelle a été la raison principale du nom de la Guinée en septembre 58? Est-ce des raisons personnelles de Sékou Touré? Est-ce des raisons sociales, humaines? Qu'est-ce qui explique cette différence entre l'ensemble de la communauté qui a voté oui et la Guinée qui a voté non? Car je comprends que le général a dû être un peu surpris. Oui, le général qui ne connaissait pas Sékou Touré, en fait, il l'avait rencontré qu'une fois. C'est quand Sékou Touré était député français entre 56 et 58. On l'avait prévenu. Enfin, il avait, à cause de certains ministres, il avait décidé d'ajouter l'étape de Conakry, tout en sentant que ça risquait d'être difficile parce qu'il y avait beaucoup de comités locaux du Parti démocratique de Guinée qui militaient pour le non. Et ils militaient pour le non. Sékou Touré a laissé jusque vers le 15 septembre la porte entrebâillée. Et il avait dit que peut-être la Guinée pourrait donner instruction au Parti démocratique de Guinée de faire campagne pour le oui si la Constitution était légèrement modifiée et que l'on reconnaissait le droit au divorce, ce qu'il appelait le droit au divorce. C'est-à-dire que ce qu'il reprochait à la communauté, c'est qu'on était dans la communauté et donc pas tout à fait indépendant, puisque les affaires étrangères, la monnaie, la défense nationale, etc., restaient du domaine de la communauté. Et il voulait donc que la Guinée accède à l'indépendance, quitte ensuite à conclure tous les accords possibles avec Paris et avec les autres États de la communauté. Les autres États, d'ailleurs, ont pris ce même... enfin, il n'y a plus eu de vote, il n'y a plus eu de référendum, mais ils ont tous demandé l'indépendance complète en 1960. D'abord parce qu'ils ont vu que la communauté ne répondait pas tout à fait à leurs attentes, et parce que, notamment Houphouët-Boigny et le président malgache ont entendu Sékou Touré à la tribune de l'ONU en 1959, alors qu'eux étaient dans la délégation française, et ça leur a fait un petit pincement au cœur. On sait qu'ils ont dit en sortant du bâtiment des Nations Unies, la prochaine fois, il faudra que nous aussi, nous soyons à la tribune. Donc la Guinée a pris 2 ans d'avance sur les autres colonies françaises d'Afrique subsaharienne, et d'une certaine manière, encore aujourd'hui, la Guinée paye ces 2 années d'avance. Vous savez qu'il y a eu une grande manifestation, Jacques Toubon, par l'étage au-dessus, en a été le responsable. 2010, année de l'Afrique. Aujourd'hui, on dit Afrique-France. Pendant très longtemps, on a dit France-Afrique. Donc, conférence Afrique-France, où le président Sarkozy a notamment demandé que l'Afrique ait plus de place au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans les instances internationales, et auquel il avait invité, sommet de Nice, auquel il avait invité le président intérimaire de la Guinée, qui était en train d'organiser les élections, le premier tour des élections. Il se trouve que j'ai vu très rapidement, lors d'une décoration, Nicolas Sarkozy à l'Élysée, et qu'en un éclair, parce qu'avec lui tout se passe toujours très rapidement, j'ai pu lui dire, voilà, j'étais ambassadeur en Guinée, je sais que vous avez invité
le général Sekouba à Nice, c'est très bien, mais ce serait bien d'inviter peut-être pas des éléments de l'armée guinéenne parce qu'elle a tiré sur les manifestants, c'est pas très bien, mais peut-être des anciens combattants guinéens qui se sont battus pour la France dans le passé, à défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Et il m'a dit, pour Nice c'est fait, pour le reste je vais le faire. En fait, donc ça n'a pas été le cas. Et le 14 juillet dernier, il y a 2 mois, les contingents de toutes les armées africaines, francophones ont défilé sur les Champs-Élysées, ou à peu près, je crois que la Côte d'Ivoire avait refusé, mais les anciens combattants guinéens n'ont pas été invités. Donc ils payent toujours, je veux dire, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas fêté le 50e anniversaire de leur indépendance en 2010, mais ils payent quand même les 2 années d'avance qu'ils ont prises. Lorsque Sékou Touré, en 1978, s'est réconcilié avec Houphouët-Boigny, avec Senghor, je l'ai vu revenir d'un voyage qu'il a fait en Côte d'Ivoire, je l'ai interrogé, et il m'a dit oui, je reconnais que nous avons quand même été très pénalisés depuis notre indépendance. Je vois ce qu'Houphouët-Boigny a réussi à faire en Côte d'Ivoire, et pour la première fois, c'est une phrase que j'ai notée, pour la première fois depuis 1958, j'ai compris ce que le référendum avait coûté à mon pays. Alors j'allais lui demander, bon, quelles conséquences en tirez-vous, mais il a tout de suite poursuivi en disant, ceci dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Donc il n'a certainement pas été, pendant au moins toute la période gaulliste, heureux de la manière dont il a été traité par la France. Il est revenu, alors qu'il était très familier de la France et de Paris, de beaucoup d'autres villes. Il a participé à des congrès de la CGT, il a été parlementaire français pendant 2 ans, il était membre du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui était apparenté à l'UDSR de François Mitterrand et de Roland Dumas. Il connaissait fort bien la vie politique française et fort bien Paris. Il en est parti en 1958, il est revenu 2 fois avant sa disparition en 1984. Il est revenu en septembre 1982, invité par François Mitterrand pour un voyage officiel, et pour la conférence franco-africaine de Vitel 1 an après. Personne ne peut évidemment dire ce qui se serait passé s'il n'était pas mort en 1984. Ses successeurs, les militaires jusqu'ici, la Deuxième République, et puis le capitaine, puis le général qui sont à la tête de l'État guinéen à titre intérimaire jusqu'ici, n'avaient évidemment aucune raison d'être ostracisés par la France. Donc l'une des premières dépêches, c'est là-dessus je vais m'arrêter avant de laisser la parole pour les questions. La première dépêche que j'ai faite sur l'économie guinéenne, après avoir pris mes fonctions début 1976 à Conakry, je l'avais appelée l'appel au bois dormant, parce que tout le monde, depuis, si je puis dire que la Guinée française a été créée, détachée du Sénégal et des dépendances des rivières du Sud en 1895, tout le monde savait que la Guinée avait un potentiel agricole, d'élevage, minier, piscicole et humain tout à fait exceptionnel. L'un des gouverneurs de la Guinée, Roland Prey, a écrit un ouvrage qui s'appelle L'avenir de la Guinée française, qui se termine par « S'il n'arrive pas à un accident historique, la Guinée sera certainement, d'ici 2 ou 3 décennies, le pays phare de l'Afrique francophone ». Malheureusement, donc, il y a eu effectivement un accident historique que Roland Prey
n'avait pas pu prévoir à ce moment-là. Donc, la Belle au bois dormant, je me disais qu'en 1976, au moment où il y avait eu la normalisation des relations entre les deux pays, entre les deux présidents, entre Giscard d'Estaing et Sékou Touré, la France et d'autres, enfin je ne demandais pas que la France fût le seul prince charmant pour réveiller la Belle endormie, qu'il y aurait plusieurs princes charmants et que la France en serait. Malheureusement, si je devais écrire quelque chose sur l'économie guinéenne aujourd'hui, je pourrais pratiquement, sans changer, j'exagère peut-être, enfin sans changer grand-chose, reprendre le titre La Belle au bois dormant, parce que l'économie guinéenne n'est toujours pas réveillée et que les espoirs mis dans les élections présidentielles et un redémarrage de la Guinée, pour le moment, ne se sont pas concrétisés. Voilà, je me livre Bien. à vos questions. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. La parole est à la salle. Vous levez la main, oui, je vous en... Donc c'est sûr qu'il y a eu le heurt de deux personnalités qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Beaucoup de leaders africains d'autres territoires avaient été ministres ou secrétaires d'État dans des gouvernements français de la 4e République ou ensuite du général de Gaulle. Et ils avaient donc une habitude sans doute plus grande de l'Élysée. La loi 4 de fer en 1956, qui avait créé des conseils de gouvernement dans les colonies, avait, contre l'avis d'un certain nombre de gens, décidé que ces conseils de gouvernement seraient colonie par colonie. Et un certain nombre de gens l'avaient regretté en disant ça perpétue la balkanisation de l'Afrique. Il aurait mieux valu garder quelque chose au niveau de l'AOF et de l'AF. Il y avait le Grand Conseil dans les deux cas, mais enfin qui n'avait pas beaucoup de pouvoir. Un certain nombre de gens ont regretté effectivement que le référendum de 1958 soit lui aussi organisé colonie par colonie. Senghor et Sékou Touré étaient sur ce point-là d'ailleurs tout à fait d'accord et auraient voulu, pour des raisons différentes sans doute, que le référendum soit organisé pour les deux fédérations. Et c'est beaucoup Houphouët-Boigny qui s'y est opposé, en partie pour des raisons financières et économiques, parce qu'il a dit c'est nous qui sommes la colonie la plus riche, si on est dans une fédération, c'est nous qui allons payer pour tous les autres. Senghor se tenait peut-être le raisonnement inverse en disant le Sénégal est moins bien pourvu, si on est la capitale de l'AOF, il y aura des retombées également chez nous. Donc Sékou Touré, avec le Ghana et le Mali, signé des accords qui ont ensuite conduit en 1963 à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et je crois qu'il était... il y avait deux groupes en Afrique, ce qu'on appelait le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. L'un était les plus radicaux, l'autre les plus modérés. Il a parfaitement accepté qu'il y ait un rapprochement entre les deux. Voilà, donc sur cette deuxième question. Sur la première, je crains hélas que le chiffre de 50 000 soit plus proche de la réalité que le chiffre de 127 ou de je ne sais quoi, que certains essaient de faire croire, ne serait-ce que les disparus. Il y a des personnes qui ont été enterrées dans des fosses communes ou autres, et que petit à petit on retrouve. Il n'y avait pas d'ailleurs que le camp Boiro à Conakry, il y avait des camps à Kinya, à Cancan, etc., enfin à travers toute la Guinée. Au lendemain, au début de 1971, c'est-à-dire après que l'Assemblée nationale se soit érigée en tribunal révolutionnaire et prononcé un certain nombre de condamnations à mort, le régime donc, Sékou Touré, a exigé qu'il y ait deux
pendaisons par région, pendaisons qui se produisent en public, y compris dans les enfants des écoles. Les chiffres, enfin on ne connaît pas les chiffres, il y a une association des victimes ou des enfants des victimes du camp Boireau. Il y a des rescapés du camp Boireau, j'en ai connu moi un certain nombre, en dehors de ceux que j'ai moi-même sortis, qui étaient, si je puis dire, malheureusement, surtout des étrangers et peu d'Africains. Je pense que le chiffre de 50 000 est hélas plus proche de la réalité. D'ailleurs, question. Oui, excusez-moi, juste je dis encore un mot. Il n'y a pas de doute que le nouveau régime qui finira bien par exister en Guinée aura à faire une opération de vérité, réconciliation, dialogue, pour qu'on essaie non pas d'oublier, ni de pardonner, mais de retravailler ensemble sur de nouvelles bases. Alors Cabral, comme vous le savez, a été assassiné à Conakry sans qu'on sache totalement, de façon absolument indubitable, ce qui s'est passé. Il y avait près de Conakry l'état-major du PAIGC, c'est-à-dire le parti pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, dirigé par Cabral à ce moment-là, et repris par un certain nombre d'autres, mais il y avait évidemment les combats qui se déroulaient au-delà de la frontière en Guinée-Bissau même, avec les troupes portugaises et des auxiliaires de la Guinée-Bissau. Il y avait indiscutablement des liens, puisque le Cabral a choisi de venir s'installer à Conakry, qu'on lui a accordé toutes les facilités pour cela. L'ancien comté, qui à l'époque devait être, il n'était même pas encore colonel, etc. Enfin, il était dans la région de Bokeh, il avait beaucoup de contacts avec les maquis du PAIGC, et c'est ce qui explique ses relations personnelles et même ses intérêts immobiliers et autres à Bissau après l'indépendance de la Guinée-Bissau, et que lui-même soit devenu chef d'État. Il y avait indiscutablement des bonnes relations personnelles et des intérêts croisés entre les deux hommes. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de gens qui avaient là-dessus des idées, Ansoumana Mané et quelques autres que j'ai rencontrés à plusieurs reprises. Il y a eu autrefois, mais ça concerne également la Casamance, il y a eu l'empire du Gabou, qui regroupait plus ou moins toutes ces régions qui sont la Casamance, une partie de la Gambie, la Guinée-Bissau, une partie de la Guinée. Et certains songent quelquefois à reconstituer l'empire du Gabou. Mamadou Dia, l'ancien président du Conseil sénégalais, m'avait dit qu'il avait rencontré Sékou Touré, qu'ils en avaient parlé ensemble, y compris comme une solution possible pour le problème de la Casamance. Mais bon, ceci n'a rien donné. Personnellement, j'ai une idée un peu farfelue, mais quelquefois les idées farfelues prennent corps. J'ai proposé au président Obiang de la Guinée équatoriale, qui n'a pas lui non plus une très très bonne réputation, au président de l'actuel président de la Guinée-Bissau, et à l'époque à Lansana Kouyaté, lorsqu'il était Premier ministre de Lansana Conté, de créer une fédération, une confédération des trois Guinées, l'ancienne espagnole, l'ancienne française, l'ancienne portugaise, je dirais sans le dire aussi brutalement, donc en profitant de l'argent de la Guinée équatoriale pour mettre en valeur les ressources de la Guinée-Conakry et aider un petit peu la malheureuse Guinée-Bissau qui n'a ni ressources financières et que très peu d'autres ressources. Totalement perdu espoir de relancer cette affaire, ce serait une manière de... enfin, le mot Guinée, d'ailleurs, enfin, toute la côte, s'appelle la côte de golfe de Guinée, etc.
Au début, je crois que je n'ai pas répondu à la première partie de votre question. Sur les complots et le rôle qu'ont joué les réels supposés complots dans la dérive autoritaire. Oui. Je dirais, bon, on énumère, il y a une liste d'au moins une quinzaine de complots entre 60, le premier complot, dit complot pro-français, puis il y a eu un complot des enseignants qui a conduit à l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union soviétique. Puis il y a eu le complot des militaires qui a vu l'arrestation et la vente de Keita Fodeba, etc. Donc, le complot Eul de 76, etc. Je dirais, il y a certainement des choses qui ont été montées en épingle pour permettre une répression, pour permettre un tour de vis, etc., notamment sur les militaires ou des opposants potentiels. Il y a certainement des complots qui ont été totalement imaginaires, mais je vois mal comment une politique aussi radicale que celle que Sékou Touré a menée pendant une bonne partie de sa période présidentielle n'aurait pas entraîné, notamment au Fouta Djallon, très hostile à la collectivisation des terres, des élevages, mais aussi ailleurs, n'aurait pas entraîné des oppositions qui ne se sont pas toutes traduites par des exils, mais qui se sont aussi manifestées sur place. Mais Sékou Touré tenait tellement le pays par l'intermédiaire du parti, des pouvoirs révolutionnaires locaux, par les milices, etc. etc. C'est pas vrai, moi j'ai jamais eu le plus petit bout d'instruction. Enfin, l'instruction que m'a donnée le ministre français des Affaires étrangères, et Giscard d'Estaing d'ailleurs, c'est fait pour le mieux, il faut que ça marche. Donc chaque fois que je sentais que tel ou tel Français ou groupe de Français ou société française risquait de faire quelque chose qui avait un impact négatif sur les relations, j'allais voir les patrons de ces entreprises en disant « il ne faut pas déconner. Hein, notre intérêt et le vôtre, c'est que les relations soient aussi bonnes que possible. Ne venez pas soulever un problème qui risque d'antagoniser. » J'en ai, par exemple, un exemple, le nom, il y a un homme d'affaires français qui avait réussi à faire signer par Ismaël Touré un contrat absolument mirobolant pour la construction d'un nouvel hôtel à Conakry. Un hôtel qui aurait coûté à la Guinée 5 ou 6 fois plus cher qu'un hôtel normal. Cet homme d'affaires français a été arrêté lors d'un de ses séjours à Conakry, condamné à de la prison et mis dans une villa en résidence surveillée. Je suis allé voir Sékou Touré, je lui ai dit, ce monsieur, je n'arrive pas à remettre la main sur son nom, ce monsieur, c'est le premier homme d'affaires français, c'est même le premier Français arrêté en Guinée depuis 1970. Ça va faire terriblement mauvaise impression à Paris. Je vous propose un marché. On libère ce monsieur, moi-même ou un de mes collaborateurs le raccompagne à Paris, et en échange, il vous apporte les copies des contrats qui ont été signés. À l'époque, je doutais que c'était le demi-frère de Sékou Touré, j'en étais pas sûr. Sékou Touré m'a dit, bon, d'accord, on fait ça comme ça. Donc, je suis allé chercher l'homme d'affaires, j'ai demandé à mes collaborateurs de le raccompagner à Paris. Il a eu l'honnêteté de sortir le contrat de son coffre-fort et de les donner à mon collaborateur, qui les a ramenés à Paris, à Conakry. Donc chaque fois que je le pouvais, je désamorçais, et là c'était pas un complot, c'était une tentative de corruption, quelque chose qui aurait pu influer négativement sur les relations entre les deux pays. Mais la... Eh bien, écoutez, monsieur l'ambassadeur, je tiens à vous remercier profondément parce que vraiment je retiens de cette conférence votre très grande compétence sur ce sujet et on ne peut qu'espérer
que grâce à vous, grâce à votre effort, grâce à l'histoire de nos deux pays, les relations s'améliorent et que la Guinée devienne dans le temps de plus en plus démocratique, ce que nous souhaitons avec beaucoup d'amitié pour ce pays. Les relations ne sont pas mauvaises, d'ailleurs. Le problème, c'est en Guinée actuellement, c'est comment la Guinée peut-elle émerger de la situation. Voilà, ça c'est un problème. En tout cas, moi je n'ai pas d'ambition présidentielle là-bas. Bien, monsieur le recteur. Merci à vous tous et à bientôt. Merci, monsieur le recteur, pour ce remarquable travail.